Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir la suite de l'histoire des hauts elfes expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos de cette série, je vous recommande d'aller les voir avant de visionner celle-ci. Pour les autres, bon visionnage. La dernière fois nous nous étions laissés suite à l'élection du nouveau roi Phénix, qui hérita d'un royaume exténué par des siècles de guerre, et qui ne dut sa place qu'à un compromis entre les princes souhaitant continuer la guerre contre Nagaros et ceux souhaitant la stopper. J'ai nommé Bellator. Bellator, qui fut donc choisi par dépit, était comme la plupart des princes de Saphérie quelque peu excentrique. Les autres princes l'avaient choisi en pensant qu'il serait facilement manipulable, et les pacifistes comme les Vatangers cherchèrent à l'influencer pour qu'il rejoigne leur vision de la politique à mener. Contrairement à la vie générale, Bellator se révéla être d'une volonté et d'une sagesse surprenantes. Il rejeta les pressions qui le contraignaient à envahir Nagaros, car il savait que même si Ultuan pouvait remporter la guerre, le prix en serait si élevé que les royaumes ne s'en relèveraient pas. Le nombre d'elfes avait à ce point décliné au cours des derniers siècles que les cités étaient presque vides et que la plupart des terres étaient abandonnées. Il ne voulait pas mettre l'avenir de la race elfique en jeu. Il se rangea donc du côté des Pacifiques, et n'envoya aucune expédition punitive en Nagaros, se contentant de multiplier les patrouilles dans les royaumes de Nagaris pour y traquer d'éventuels rescapés de Rushi. Cette décision s'avéra être la bonne, puisqu'en 1703, les humains nouvellement sortis de la barbarie commencèrent à construire des bateaux pour explorer le monde. C'est ainsi que des pillards norses sous le commandement de Magnus le Fou accostèrent en Ultuan, dans l'idée de piller des villages côtiers. Comme aucune expédition n'était partie en Nagaros, les 200 pillards de Magnus furent bientôt acculés par 10 000 gardes maritimes de l'Auterne. Malgré le sous-nombre complet, Magnus ordonna la charge, et les pillards furent exterminés jusqu'au dernier. Seulement, l'histoire de Magnus le Fou se répandit comme une traînée de poudre, et les raids norses furent de plus en plus nombreux. Bien que la plupart des pillards soient arrêtés par la flotte haut elfe ou tués juste après avoir accosté, leur nombre sans cesse croissant finit par complètement déborder les défenseurs azur, et de plus en plus de villages furent pillés par les Norse. Cette situation dura et s'empira pendant plus d'un siècle. Comprenant que la situation lui échappait, Bellator alla voir son assemblée de mages en 1873, leur intimant l'ordre de trouver une solution à ce problème. En 1903, après 3 décennies de préparation, les magiciens interdirent l'approche des côtes orientales par un labyrinthe de sorts, d'illusions et de longs bancs de sable et de brume. Il fut quasiment impossible aux pillards nordiques d'accoster les côtes d'Ultuan, sauf lorsque la chance était de leur côté. Une fois cette barrière magique posée, les reines nord cessèrent presque tous. Bellator félicita ses mages et décréta que les hommes n'avaient plus le droit d'accoster en Ultuan. Les années suivant l'arrêt des raids, le roi Phénix se concentra exclusivement sur le repeuplement d'Ultuan et le bonheur de son peuple, coupant complètement les liens entre les Azurs et les peuples extérieurs. En 2001, il permet tout de même à Finubar, son vieil ami le prince d'Étaine, de retourner dans le vieux monde afin d'en savoir un peu plus sur les nouveaux maîtres du continent. Finubar navigua donc jusqu'à Languille en Bretonie. 50 ans durant, il explora le continent, qui avait grandement changé depuis que les Azurs avaient quitté après les querelles avec les nains. Finubar fut impressionné par ce qu'il y vit. Les royaumes humains étaient vastes et peuplés. Les hommes montraient de l'ingéniosité dans la création et l'enseignement des techniques. Là où Finubar s'attendait à trouver des huttes en boue et des sauvages primitifs, il vit de puissantes cités fortifiées et des armées disciplinées, capables de soumettre les orques et de maintenir la paix sur l'ensemble de leur vaste territoire. Il vit que les humains étaient nombreux et prolifiques, et que le temps viendrait où ils éclipseraient la race des premiers-nés. Il fut fasciné par leur vitalité, la richesse de leur culture, leur énergie et leur cupidité. Il décida rapidement qu'il vaudrait mieux pour les elfes avoir ce peuple comme allié plutôt que comme ennemi. En 2033, il découvrit également le royaume perdu d'Atel-Lorraine. Là aussi, il fut choqué et stupéfait par ce qu'il y trouva. Les elfes des colonies avaient adopté un style de vie très différent des hauts elfes. Ils s'étaient rapprochés de la nature et semblaient plus rustiques que les Azurs. Finubar les considéra facilement comme des alliés, et chercha à lier des liens diplomatiques avec ceux qu'il appelait maintenant les elfes sylvains. Mais ces derniers restaient totalement fermés à toutes ses propositions d'alliance ou de rapprochement avec Ultuan. Finubar dut donc se résigner à quitter Atel-Lorraine sans avoir pu former d'ambassade. Lorsqu'il retourna en Ultuan en 2051, il fut acclamé comme un grand héros. Il fit rapidement son rapport au roi Bellator, qui écouta avec attention ses conclusions. À sa demande, Bellator annula son édit interdisant aux humains de poser le pied en Ultuan, et la cité de l'Auterne fut ouverte au commerce extérieur. Une telle aubaine fut rapidement profitable aux intrépides marins humains qui affluèrent vers l'île pour contempler ses richesses. Bientôt, les vaisseaux de l'Empire, de Bretonie, de Marienbourg et d'au-delà purent jeter l'ancre dans la baie de l'immense cité elfique. Ainsi débuta une seconde période d'expansion pour l'Auterne.
le prince Finubar promeut sa cité au rang de plus grand port de commerce du monde. Les humains furent stupéfaits par la grâce et la majesté de la civilisation des hauts elfes, et ils furent satisfaits d'entretenir des relations commerciales avec eux. Les Azur avaient maintenant de puissants alliés dans le vieux monde. En 2163, lorsque Bellator mourut de sa belle mort, il désigna naturellement Finubar comme son successeur. Finubar était le plus apte des princes à monter sur le trône. Son tempérament et son expérience faisaient de lui l'interlocuteur idéal des hommes, et son règne aurait pu marquer un nouvel âge d'or des Azur. Malheureusement, la malchance fut de mise et il n'en fut rien. En effet, seulement 10 ans après l'ascension au trône de Finubar, en l'an 2173, une immense tempête frappa Ultuan. Celle-ci fut si intense que les vents balayèrent une grande pierre gardienne au sommet du mont Antorek, permettant aux hordes de démons de se matérialiser en plein cœur d'Ultuan. Le gardien des secrets Nkari profita de cette occasion pour se matérialiser, et invoquer encore plus de démons. Souhaitant prendre sa revanche sur les descendants d'Aenarion, à la tête des légions démoniaques, il prit d'assaut la petite ville de Toranam, située dans le royaume d'Ivresse. Face aux innombrables hordes démoniaques, les défenseurs Azur ne purent rien faire, et la ville fut rasée jusqu'aux fondations. Les mois suivant la destruction de Toranam virent Nkari mener ses armées à travers toute Ultuan, combattant de manière sporadique. Les hauts elfes ne comprirent pas le but ultime du démon majeur, et Finubar finit par aller voir les oracles pour qu'ils lui révèlent les intentions du démon. Après de longues heures de méditation, ils lui révélèrent que Nkari avait pour ambition de tuer tous les descendants d'Aenarion, pour se venger de l'affront que lui avait fait subir le premier roi Phénix. Finubar retourna donc en catastrophe à Lotern, et lista tous les descendants d'Aenarion. Il s'avéra qu'après les exactions de Nkari, il n'en restait que 2 en vie dans tout Ultuan, 2 jeunes elfes à peine sortis de l'adolescence selon les standards de leur race. Leurs noms étaient Tyrion et Teclis. Chacun d'eux portait la marque d'Aenarion d'une façon différente. Tyrion était un bon guerrier, et il avait déjà le talent et la confiance en lui d'un grand combattant. Teclis, bien que plus faible physiquement, avait démontré des talents prometteurs en tant que mage. Les 2 princes furent amenés de leur demeure sylvestre de Kotig jusqu'à l'endroit le plus sûr d'Ultuan, le temple d'Azurian. Là, une armée constituée des meilleures troupes elfiques reçut pour mission de les défendre jusqu'à la mort. Les hordes démoniaques de Nkari ne se firent pas attendre, et se jetèrent sur les remparts du temple d'Azurian. En temps normal, les démons ne pouvaient pas s'approcher du temple, car il était impossible pour eux de se matérialiser aux alentours d'un lieu si sacré. Mais la volonté de Nkari était telle qu'ils purent atteindre les remparts. Une immense bataille eut lieu entre les défenseurs Azur en sous-nombre complet et les démons. Les hauts elfes étaient néanmoins grandement aidés par les flammes sacrées, qui rendaient les démons faibles au point de disparaître à la moindre blessure. Après des heures de bataille, la puissance de Nkari en personne permit de percer la dernière ligne de défense des Azur, et Tyrion et Teclis durent combattre le puissant gardien des secrets. À 2, et grâce à la présence des flammes d'Azurian, les jumeaux réussirent à faire face aux démons, et finirent même par le bannir. Une fois Nkari disparu, les hordes démoniaques se retrouvèrent sans protection face aux flammes d'Azurian, et furent tous immédiatement dématérialisés, mettant un terme à la bataille et à la menace démoniaque planant sur Ultuan. Les quelques survivants de cette titanesque bataille parlèrent de la bravoure des 2 jumeaux elfes, et le nom de Tyrion et de Teclis commencèrent à se répandre à travers l'île. L'invasion de Nkari ne fut hélas pas la seule menace que Finubar dut affronter. À peine remis de sa guerre contre les démons, en 2301, Ultuan vit débarquer sur ses plages des armées de Druchii épaulées par les serviteurs des dieux sombres. L'attaque combinée des Druchii et des serviteurs chaotiques eurent vite raison des défenses aux elfes, affaiblis à la suite de l'incursion de Nkari. Et les elfes noirs s'emparèrent avec une facilité déconcertante de l'île Blafarde et du royaume des ombres. De là, ils se déversèrent sur toute Ultuan, et infligèrent défaite sur défaite aux armées Azur. Quelques jours à peine après l'invasion, les armées de Nagaros s'emparaient de la porte du Griffon, et se dirigeaient en direction d'Averlorn avec pour objectif d'assassiner la Reine Éternelle. Fort heureusement, Tyrion, qui était sur place, put s'enfuir avec la Reine Éternelle, la sauvant ainsi d'une mort certaine. Au même moment, Teclis reçut la couronne de Saphérie de la main du grand maître du savoir. Il forgea ensuite une épée magique avant de partir chercher son frère et la Reine Éternelle. Alors que les royaumes aux elfes tombaient les uns après les autres, et que les Azur étaient en proie au désespoir le plus total, les nouvelles d'un mage du nom de Teclis portant la couronne de Saphérie et d'un puissant guerrier ayant sauvé la Reine Éternelle se répandit. Alors que tous les royaumes aux elfes étaient tombés, à l'exception de Saphérie, de Calédor et d'Etain, Teclis et Tyrion rejoignirent les survivants qui formaient une armée de la dernière chance, l'armée du salut. En voyant les 2 héros ayant sauvé la Reine Éternelle et aussi de nombreux ennemis, les hauts elfes encensèrent les 2 jumeaux, leur offrant même de nombreuses armes légendaires, comme l'épée du Croc du Soleil,
le cheval Malandrine, dernier descendant de Corandrine, père de tous les chevaux, l'armure de dragon d'Aenarion et le cœur d'Avelorn pour Tyrion, et le bâton lune de Liléas pour Théclis. Suite à cette cérémonie, les derniers hauts elfes partirent affronter les armées du roi sorcier, pour ce que beaucoup considéraient être leur dernier combat. Les armées Drouchi et hauts elfes s'affrontèrent non loin de Lotern, à la bataille de Finubar. Et alors que les elfes noirs prenaient lentement le dessus, et que seule la présence de Tyrion empêchait la ligne aux elfes de craquer, Théclis tenta le tout pour le tout. Il pria les dieux aux elfes de lui venir en aide, et la flamme d'Azurian, qui avait consumé les chairs de Malekith 5 millénaires plus tôt, se remit à brûler. Malekith hurla de douleur, et ne pouvant éteindre les flammes qui le consumaient, il utilisa ce qui lui restait de puissance pour se jeter dans les royaumes du chaos, le seul endroit où le châtiment d'Azurian ne pouvait le suivre. Libéré du fardeau de devoir contenir les sorts de Malekith, Théclis reporta son énergie magique sur les armées elfes noires, et massacra des dizaines de milliers de Drouchi, qui finirent par fuir devant l'ampleur du massacre. Les hauts elfes poursuivirent sans relâche les armées défaites et sans chef du roi sorcier, et prélevèrent un lourd tribut chez leurs ennemis avant que ceux-ci ne purent repartir avec leur flotte en direction de Nagaros. Suite à cette redoutable guerre, les jumeaux Théclis et Tyrion furent nommés les grands défenseurs d'Ultuan. Alors que les hauts elfes relevaient à peine la tête suite à la troisième invasion d'Ultuan et leur quasi-extinction, des émissaires de l'Empire accostèrent à Lotern, en suppliant les Azurs de les assister pour la croisade de Magnus le Pieux, en grande difficulté face aux armées du chaos. Théclis se porta volontaire et fut d'un grand secours pour la victoire finale lors du siège de Kislev. Alors que la totalité des Azurs s'échinait à reconstruire Ultuan, Théclis décida de quitter l'île en 2304 pour s'installer dans l'Empire. Là, il apprit l'usage de la magie aux hommes et fonda le collège de magie d'Aldorf. Ce faisant, une solide alliance fut érigée entre les hommes et les elfes. En 2307, un groupe d'assassins Drouchi profita du désordre régnant en Ultuan à la suite de la guerre pour tenter d'assassiner Finubar. Fort heureusement, ce dernier fut protégé par ses lions blancs. Le capitaine Coril et ses guerriers acculèrent les assassins sur les toits, après une course-poursuite effrénée à travers Lotern. En 2326, Théclis retourna sur Ultuan, jugeant que les hommes étaient devenus indépendants dans leur usage de la magie. Il fut accueilli en héros, et comme sa maîtrise de la magie avait atteint un niveau stupéfiant durant son séjour dans l'Empire, il fut promu grand général du savoir de la tour blanche de Wet. Ce retour triomphal marqua le début de l'une des rares périodes de paix du règne de Finubar. Pendant 100 ans, les hauts elfes reconstruirent inlassablement leur domaine, et bientôt, leur culture renaquit de leurs cendres. En 2423, l'un des plus grands seigneurs hauts elfes du nom d'Eltarion décida de mener une expédition punitive en Nagaros, pour prémunir Ultuan d'une future invasion. Il débarqua avec une troupe réduite et réussit à détruire une armée elfe noire avant de lancer l'assaut de Nagaronde. Contre toute attente, il déjoua les défenses de la capitale Drouchi et mit à sac la ville, massacrant à tour de bras tous les habitants avant de s'enfuir avec un butin conséquent. Il fut malheureusement empoisonné durant cet assaut et ne put donc pas prendre part au reste de la campagne, durant laquelle son armée se dirigea vers le sud, en pillant toute ville Drouchi rencontrée sur la route. Une nuit, alors qu'il était au seuil de la mort, et que ses maréchaux ne lui donnaient pas plus de quelques heures à vivre, Eltarion eut la vision de la mort de son père. Lorsque le fantôme s'évanouit, il sentit qu'il venait de guérir miraculeusement du poison. Il s'assit et aperçut l'épée de son père, Croc d'acier, une relique gravée de runes qui était dans la famille d'Eltarion depuis des générations. Suite à ce miracle, Eltarion reprit le commandement de son armée et lui ordonna de reprendre la mer, pour secourir la ville de Tor-Ivresse, en danger d'après ses visions. En effet, en 2425, la Wag de Grôme-la-Panse avait traversé l'océan et débarqué à Ivresse. Cette puissante armée peau verte ravageait depuis lors l'Ultuan oriental, et s'était rendue coupable de la mort du père d'Eltarion. Eltarion put débarquer avec son armée loin de Tor-Ivresse, au moment où les armées de Grôme-la-Panse venaient de pénétrer dans la cité pour la mettre à sac. L'arrivée d'Eltarion fut salvatrice pour les Azurs, qui réussirent après une dure bataille à mettre en déroute les peaux vertes et à sauver Tor-Ivresse. Alors que les elfes du royaume d'Ivresse finissaient de tuer les derniers peaux vertes et de reconstruire leur cité, une nouvelle menace pour Ultuan s'abattit sur les côtes de Kotik en 2502. En effet, c'est à cette date qu'Éric H-Rouge décida d'attaquer Kotik, à la tête d'une imposante flotte de pillards nordiques. Fort heureusement, une flotte elfe commandée par Tyrion en personne réussit à défaire les Nordiques dans une immense bataille navale, avant que ceux-ci n'aient le temps de débarquer. Alors que le règne de Finubar continue, et que sous le commandement de ce dernier, les hauts elfes repoussent les menaces les unes après les autres, de plus en plus d'elfes comprennent que leur déclin est proche. Les royaumes peuvent toujours rassembler les plus puissantes flottes du monde.
et leurs armées sont toujours redoutées par leurs ennemis, mais Ulthuan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cependant, chaque année apporte son lot de gloire et de combats contre le mal. De grands héros et des mages de talent se dressent pour défendre l'île. Les dragons, bien que peu nombreux, émergent parfois de leur long sommeil. Dans le nord, le roi sorcier s'agite de nouveau, et l'épée de Kain hante les rêves enfiévrés de tous les guerriers. Les hauts elfes ont encore un rôle important à jouer, avant que l'acte final de leur long drame ne s'achève. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire des hauts elfes expliquée par les cartes. J'espère vraiment que cette série de vidéos vous aura fait plaisir à écouter autant que moi j'en ai eu à la monter. On va se retrouver rapidement, je l'espère, pour plus de vidéos, et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, salut!